à tous, vous êtes dans l'épisode 6 du podcast Les Petits Plus Zen, un podcast créé par Séverine Fraisse, une enseignante depuis 20 ans en REP+, en maternelle. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du modèle. Donc, en observant les enfants, les élèves, en regardant leur mode d'imitation, leur mode d'attention et de curiosité, on se rend très vite compte qu'ils procèdent par imitation du monde qui les entoure. Donc ça peut être les élèves de la classe, ça peut être l'entourage proche, la famille, et puis le cercle un peu plus ouvert, l'association, les cousins, les cousines ou les éducateurs, les enseignants. Et en fait, ça tient au développement de la maturité de leur cerveau. Dans le cerveau, il y a des neurones miroirs qui permettent, sans réfléchir, en fait, sans passer par l'intellect, d'imiter le geste, l'action de la personne qui est en face de nous. Cette maturation des neurones miroirs, elle se fait au fil du temps, petit à petit, et elle permet les connexions de plus en plus nombreuses et la construction fil à fil du cerveau de l'enfant. Et ça veut dire que l'enfant nous observe tout le temps, qu'on le voit ou non. Il nous observe, il essaye de comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on dit ça, comment on réagit, pourquoi on réagit. Toute cette machine, elle se fait à l'intérieur du quotidien de l'enfant, parfois sans qu'on en soit conscient d'ailleurs, et toute cette base de données, elle va être traitée plus ou moins facilement et plus ou moins consciemment. Il s'inspire d'autant plus qu'il a confiance dans les personnes autour de lui. C'est-à-dire que ce lien qu'il va créer, cette connexion qu'il va créer, ça peut être la nourrice, ça peut être le parent, ça va être une option supplémentaire, une référence, un peu comme un mentor, et les personnes dont il est le plus proche, il va avoir envie, consciemment ou pas, de s'en inspirer et de les imiter encore plus. Et c'est là où je parle de la puissance du modèle, puisque qu'on le veuille ou non, l'enfant va nous imiter. Donc à nous de voir qu'on est investi de cette mission et qu'on va être en quelque sorte, quand on en prend conscience, dans cette incarnation de ce qu'on veut transmettre comme valeur et comme comportement, comme parole et comme attitude. Quand on est la figure d'attachement de cet enfant-là, ça va le guider bien sûr, on va lui expliquer le monde, on va lui parler, lui montrer. Tout ça, c'est les comportements conscients, attentifs, ce qu'on va faire spontanément. Ça va l'aider à être sécure, ça va lui montrer notre façon de faire, comment on agit, pourquoi, nos décisions. Ça va lui montrer aussi notre façon de gérer l'erreur, notre façon de gérer les échecs. Et en fonction de l'âge, on pourra lui expliquer un peu plus profondément pourquoi, à quel lien ça renvoie sur notre passé éventuellement. Ces connaissances-là, ça peut aussi développer plus tard son esprit critique. En comprenant mieux pourquoi on fait ce choix-là, il comprendra lui-même quel choix s'offre à lui plus tard quand il aura ces choix importants à faire dans sa vie. Et quand on le connaît, quand on l'observe en fait, cet enfant, que ce soit le nôtre ou un élève, on peut aussi s'ajuster à ce qu'on comprend de lui et à ce qu'on voit de lui. C'est-à-dire que la place de l'adulte devient très importante comme pilier d'identification. Juste en l'observant, en l'écoutant, sans forcément parler, on parlait de ça dans l'épisode 2, de se mettre à sa hauteur. Donc sans lui parler spécifiquement, on peut utiliser l'écoute qu'on a de lui et l'observation qu'on a de lui dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il veut, dans ce qu'il a besoin, et sans lui dire vraiment ce qu'on veut qu'il apprenne, il suffit juste d'agir et de vivre à côté de lui, et par ces fameux neurones miroirs, il va pouvoir s'en inspirer. Ça veut dire aussi que pour garder notre rayonnement, pour l'inspirer, on doit avoir une intention positive, on doit avoir une intention vers le progrès. Il ne s'agit pas de l'inspirer pour le manipuler, il ne s'agit pas de l'inspirer pour qu'il fasse des choix qui nous arrangent nous. L'idée, c'est de faire ce modèle, mais surtout d'être ce modèle. Et pour être ce modèle, pour incarner les valeurs qu'on aimerait lui transmettre, ça veut dire s'interroger sur nos propres valeurs, nos propres croyances et prendre soin de nous-mêmes. Être complètement aligné, on parle de congruence souvent, entre nos pensées, nos actes, nos actions, nos intérêts intérieurs, tout ce qui est en nous, tout ce qui a fait notre chemin
tous nos événements passés, notre résilience et tout ça à être en empathie avec notre vécu pour pouvoir, à l'instant présent, incarner ce qu'on veut pour nos élèves, nos enfants ou l'entourage proche. Ça demande un grand équilibre, c'est très compliqué, mais c'est une des solutions simples pour servir de support et de modèle stable. Quand nous-mêmes nous sommes fiables et alignés, l'enfant peut s'appuyer sur notre expérience et pourra aussi venir plus tard nous demander conseil en parlant, en verbalisant et sentir qu'il est une porte, une voie, qu'on sera un jour son parachute éventuellement et qu'on sera aussi là pour l'écouter puisque quand il était petit, on était là pour l'écouter. Toutes ces questions, bien sûr, vous êtes d'accord avec la plupart de ces principes-là, mais comment on va mettre ça en place pour incarner, pour inspirer les enfants et les élèves? Donc on a mis cette toute petite piste de prendre soin de nous-mêmes déjà, puisque par le modèle, plus on prend soin de nos besoins et de nos envies, plus l'enfant se rend compte que c'est important dans la vie de prendre soin de nos besoins et de nos envies. Il y aura un épisode sur les besoins de l'enfant et sur les émotions aussi, mais c'est quelque chose que vous avez déjà entendu dans d'autres épisodes, l'idée de prendre soin des besoins, aussi bien de l'adulte que de l'enfant, pour donner un temps de qualité avec lui. Je vous en parle souvent de ce temps de qualité, c'est la méthode que j'ai mis au point, c'est la méthode dont je vais m'inspirer pour mettre en place ma formation. Et ce dossier en fait du temps de qualité, ça devient naturel à partir du moment où on est en pleine présence et nous, on est en pleine conscience de notre vécu. Sans masque, sans superficialité, en étant complètement là, à son niveau, pour lui, avec du temps présent et avec une intention de partager ce temps avec lui. Peut-être que vous aussi, vous vous souvenez d'une personne qui a compté comme ça dans votre vie. Ça peut être un animateur sportif, peut-être un prof d'anglais, peut-être un collègue de travail qui avait vraiment une manière révolutionnaire de mener son projet qui vous a inspiré. Ça peut être quelqu'un de votre famille, une grand-mère, un mentor, une référence sportive peut-être, quelqu'un que vous avez apprécié pour ses valeurs, pour l'intention qu'il transmettait. Ça peut être bien sûr aussi spirituel, ça peut être religieux, mais on a, je crois, tous des personnes qui nous ont inspirés sur nos chemins de vie, qui nous ont poussés à développer tel ou tel angle dans une association, dans un art, dans un sport ou dans notre travail. Et ces personnes, qu'on peut appeler aussi des expanders, ils ont compté pour formater un petit peu l'image de celui qu'on allait devenir. Et comme ça a marché pour nous en tant qu'adultes, c'est quelque chose qui évidemment marche aussi pour les enfants. D'ailleurs, vous voyez souvent que les enfants sont plus attachés à quelqu'un, par exemple à la crèche. S'il y a 4 éducatrices, votre enfant est sûrement attiré par l'une d'entre elles, parce qu'il a créé ce lien d'attachement. Peut-être que cette personne-là réverbère vers lui des valeurs qui le touchent, ou a une façon de lui parler ou de le regarder qui est différente. Vous pourrez essayer d'observer ça dans votre entourage, ça peut être aussi le cas dans votre famille. Peut-être qu'il y a une tata qui attire à elle les enfants dans sa manière d'être, dans sa manière de parler. Peut-être qu'elle se met à leur hauteur, comme on en parlait dans l'épisode 2. Peut-être que sa façon de parler, de communiquer, est explicite, avec des énoncés positifs. Donc toutes ces petites pistes que vous retrouvez dans les autres épisodes, c'est aussi une manière d'incarner le changement qu'on veut dans ce monde. C'est une manière d'incarner les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Donc rien n'est simple, je vous le dis à chaque épisode. Et je vais faire un petit point du coup sur le fait qu'on ne va pas non plus incarner tout ça pour qu'il soit une copie de nous-mêmes. Il n'est pas question que l'enfant comprenne absolument tout notre chemin et tout ça. Mais le fait qu'il soit dans la même pièce que nous, qu'il nous observe, vous savez, quand l'enfant croise les jambes parce que le papa croise les jambes, quand l'enfant se gratte le nez parce que la tata se gratte le nez, c'est vraiment tous ces neurones miroirs, qui sont à l'œuvre et qu'il fait plus ou moins consciemment. De la même façon, quand on donne des gros jurons au téléphone ou en voiture, l'enfant va le répéter. L'enfant voit son parent s'énerver dans la file d'attente de la poste, il se dit « Ah bah oui, donc je peux m'énerver aussi ».
c'est un peu pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire qu'on va servir de support d'identification et de modèle dans nos bons côtés et dans nos moins bons côtés. Malheureusement, hein, mais c'est normal quand même, tout le monde, enfin personne n'est parfait. Donc je voulais ajouter aussi ce petit point, vous connaissez sûrement l'effet Pygmalion. On en avait parlé beaucoup entre nous dans l'école. C'est cette idée que le professeur, quand on lui dit tu vas avoir une excellente classe, ce sont des élèves brillants, tu vas voir, ça roule, ils sont hyper compétents. Quand on dit ça au professeur, du coup, il va présenter son cours, son contenu, il va avoir un comportement qui présuppose en fait le potentiel des élèves, qui présuppose qu'ils ont une qualité de progression énorme et il va y croire aussi bien lui-même en tant qu'enseignant, mais il va aussi projeter ça sur ses élèves. Et du coup, les élèves qui reçoivent cet effet Pygmalion se disent « Ah, mais on croit en nous, on a de la valeur, on compte, on est capable. » Et ils vont donner encore eux-mêmes le meilleur d'eux, avoir des résultats excellents, alors que le professeur à qui on va dire « Ah, tu sais, dans ta classe, là, il y a tout un tas d'élèves, ils savent pas, ils n'ont pas les bases, tu vas galérer et ça va être très compliqué, je ne sais pas si tu vas t'en sortir. » L'intention va être différente. Le professeur va peut-être avoir moins d'exigences, moins de compétences, moins de projets et les enfants vont répercuter, les élèves vont répercuter en se disant bon bah il a même pas la foi, il est là à contre-cœur, il croit pas en nous. Quelle motivation peuvent-ils trouver avec un adulte qui en face d'eux ne croit pas en eux? On parle aussi dans le milieu enseignant du principe d'éducabilité, que chaque enfant, d'où qu'il parte, d'où qu'il vienne, quelles que soient ses conditions de vie et de départ, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, peut progresser sur lui-même. Quoi qu'il arrive, il va progresser peut-être à sa vitesse, à son rythme, avec une année de retard peut-être, et encore, tout peut se rattraper. Et ce principe d'éducabilité, il est aussi important chez le jeune enfant que chez le collégien. Plus on projette sur l'enfant qu'il est capable de réussir, qu'il a des potentiels, qu'il a des valeurs, qu'il a des talents, et plus on en fait un enfant confiant, plein d'estime de lui, et qui va pouvoir ensuite mettre en place des actions pour réussir et pour voir tous ses projets. Donc cet effet Pygmalion, je le pointe parce que aussi bien en classe qu'à la maison, ça va être notre intention qui va compter. Ça veut dire que sans parler, notre intention va faire une partie du travail. C'est pas finalement l'action qui va montrer le projet qu'on va mettre en place, mais juste en étant en présence, en mettant une intention positive, une envie de connecter, une envie de partager qui va être bien plus forte que les mots et les gestes. Rien que cette intention va permettre à l'enfant de se dire « mais j'ai envie d'être comme lui, je le respecte, il m'attire, sa puissance est forte, j'ai envie d'avoir la même force que lui, j'ai envie d'être aussi sûr de moi que lui. » Donc c'est une puissance qui est vraiment très très importante et j'ai remarqué même qu'avec les élèves, cette force d'identification, elle rayonnait d'une année sur l'autre avec des personnes complètement différentes. Ça veut dire qu'un élève va pouvoir trouver des figures d'attachement tout au long de sa scolarité et se dire, bon, avec cette personne-là, j'accroche moins, mais avec cette personne-là, beaucoup. Et en tirer toujours un modèle quelque part. Ça peut être une vacataire de cantine, ça peut être une animatrice de centre de loisirs, ça peut être la personne qui s'occupe de lui au conservatoire, en musique, mais quelqu'un sur sa route qui va l'aider à se prouver qu'il est valable, qu'il est capable, qu'il est compétent, qu'il est talentueux. C'est une question qui me tient vraiment à cœur. C'est une question qui revient en fait dans chaque bilan et entretien avec les parents quand j'avais le dispositif, d'accentuer vraiment les réussites de l'enfant, de faire du renforcement positif, de montrer tout ce qui va bien chez l'enfant. Il ne s'agit pas d'occulter toutes les choses qui ont mal tourné, dérapé, ce qu'on pourrait qualifier d'erreur ou de bêtise. Ce ne sont que des expériences tout ça. Et en stigmatisant trop les expériences et les erreurs, ça montre l'inverse en fait de ce qu'on attend chez l'élève et chez l'enfant. Ça montre qu'on va pointer et faire une liste de tout ce qui ne va pas. On a ce biais de négativité en nous, on a été élevé en partie comme ça parce que les générations d'avant ne faisaient pas spécialement attention à cette question.
Mais nous maintenant qui devenons conscients de toutes ces problématiques, de toute l'importance de l'estime de soi pour les enfants, pour les élèves, ça me paraît très utile maintenant de se dire révélons toutes les qualités, renforçons le positif de chaque enfant, de chaque élève et mettons un tout petit peu en sourdine les éventuelles critiques et les éventuels jugements qui nous viendraient à l'esprit parce que c'est humain, parce qu'en nous on a des jugements, on a des critiques, mais elles ne sont pas obligées d'être verbalisées, elles ne sont pas obligées d'être publiées, annoncées, tartinées. C'est à nous de choisir en fait ce qui passe la porte de notre bouche. Est-ce qu'on est vraiment obligé de critiquer et de juger l'entourage, aussi bien nos enfants que nos collègues, que notre famille, que nos amis? Le renforcement le renforcement positif, il joue sur toute la population, tout l'entourage. Et je pense que vous avez vécu sûrement des expériences autour de vous avec des gens dans lesquels vous ressentiez une bienveillance, des communautés dans lesquelles vous sentiez que vous étiez plus à l'aise parce qu'il y avait moins de jugement, moins de critiques et beaucoup plus d'accompagnement en silence aussi. Juste, on en revient à ce temps de présence, à ce temps de qualité qu'on installe avec les gens et qui permet de s'autoriser à voir où on en est. C'est vraiment un cadeau de se dire je prends ce temps avec toi sans vouloir te convaincre, sans vouloir te manipuler, mais juste en étant là. Et si tu veux me poser des questions, si tu veux m'aider, si tu veux qu'on avance sur un sujet ensemble, on peut le faire, mais rien n'est obligatoire. Rien n'est précis dans le temps. On peut faire ça maintenant, on peut faire ça plus tard. Ce temps de qualité, ce temps d'écoute, ce temps de présence, c'est vraiment central dans mon idée de l'éducation et de l'humanité. Tous ces talents qu'on va voir chez l'enfant, en plus, ce sera plus tard des leviers de puissance pour lui, pour progresser. Une fois qu'on les aura révélés avec lui, ou qu'il s'en sera rendu compte tout seul grâce à notre présence et à notre écoute, il pourra après mettre en lumière toutes ses qualités et avancer sur ses choix de vie, professionnels, associatifs, familiaux et tout ça. Donc je vais vous inviter, vous, à éventuellement faire une petite liste des personnes qui vous ont inspiré. C'est un exercice qu'on fait souvent en développement personnel et en coaching, de voir les personnes qui ont marqué votre vie. Pourquoi ils vous ont inspiré? Est-ce que ce sont leur parcours professionnel, leur parcours familial, peut-être leurs valeurs, peut-être leur force de citation, peut-être des grandes figures historiques, peut-être des artistes. Suivant le métier et votre vie, vous avez sûrement des figures d'identification très différentes. Et dans un deuxième temps, de voir quel modèle vous voulez être pour vos élèves, pour les enfants dont vous vous occupez, pour vos propres enfants ou vos petits-enfants ou vos neveux et nièces si vous n'avez pas encore d'enfants. Mais quelle image peuvent avoir de nous les autres à notre contact? Est-ce qu'on a ce petit recul de dire oui, comment est-ce qu'on me voit de l'extérieur? Donc c'est pas pour changer forcément notre comportement puisqu'on a choisi d'être comme ça à ce moment-là, mais pour se dire tiens, avec le recul, avec cette idée du phare dont je vous parle souvent sur le site aussi avec l'autotest sur la parentalité, de se dire je prends un petit peu de recul et je me dis comment mes enfants me voient? Est-ce que quand je pique une crise parce que le bol s'est renversé par terre et qu'il y a des céréales partout, est-ce que c'est vraiment le modèle que j'ai envie de donner à mes enfants, qu'on a besoin de se mettre à hurler à cause d'un bol de céréales, même s'il y a des moments où on n'arrive pas à faire autrement, hein. Mais est-ce que c'est le modèle que j'ai envie d'avoir? Donc en aucun cas c'est là pour nous culpabiliser ou pour nous dire qu'on aurait pu mieux faire. C'est juste à partir de maintenant, je choisis de voir comment je suis un modèle d'identification pour mon enfant, comment je peux transmettre aux élèves sans parler mes propres valeurs, en étant plus patiente, en étant plus à l'écoute, en étant moins dans le jugement, moins dans le conflit, par petites touches. Une fois de plus, hein, je vous dis souvent ça, comme quand on parlait de l'épisode sur la légèreté, ça va se jouer par petites touches. On ne va pas révolutionner toute notre façon de pratiquer, d'enseigner ou d'être un parent en une seule fois, mais par petites touches, essayez de voir si vous pouvez être plus aligné avec les valeurs internes que vous voulez transmettre à ces enfants qui sont le futur. Voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui sur ce point.
Vous pouvez me retrouver sur Clubhouse. On a eu une très belle room hier. Donc hier, on était le lundi de Pentecôte sur l'estime de soi. On a parlé un petit peu de toutes ces actions-là. Donc retrouvez-moi sur Clubhouse dans le club Les Petits Plus Zen ou sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube ou sur le site lppzen.com. Et j'ai hâte de partager avec vous toutes vos expériences et que vous me disiez en commentaire éventuellement quels sont vos modèles, quels sont vos mentors et en quoi vous vous êtes identifié à eux pour grandir et pour en être là où vous êtes maintenant. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous a plu, à le noter sur votre plateforme d'écoute et je vous dis à très vite. Au revoir.